Qu'est-ce que la paix? C'est faire confiance à la vie. Faire confiance à la source. Que tout se passe comme prévu. Que tout est OK. Rafet Ndiot. Savoir que si c'est comme ça que ça se présente, c'est qu'il y a un trésor pour moi dans cette situation. Il y a une beauté cachée dans cette situation. Je dois travailler mon esprit. Je dois travailler mon cœur. Je dois travailler mes émotions pour voir la beauté cachée de cette situation. Parce que la source même, il me dit, il faut savoir assumer. Dans les affaires divines, si tu mets un pied, l'autre doit suivre. Oh, vous êtes une des rares personnes qui ont saisi ça depuis le départ. Bravo. Le professeur Cheikh Anta Diop nous exhorte de retourner dans nos langues ancestrales. Et nous sommes arrivés à des générations où les femmes n'allaitaient plus. C'est une catastrophe humanitaire. Les yeux ne voient pas. Xol mooy gis. Parce que chacun avec sa voix. Ku nekk ak yoonam. L'Africain, il est quoi? Il est tout sauf lui-même. On a du chemin. Nous avons un cadeau en nous qui est d'une puissance extraordinaire et nous avons sous-estimé sa force. Tous les êtres humains qui ont chuté à travers leur force. Plus vous élevez votre niveau, le plus vous pouvez voir mieux. Et le plus vous voyez mieux, le plus vous allez vous taire. Si on sait ce qui est dans le concept de la Vierge noire, on sait ce que la femme africaine est. Why, nos petites sœurs, arrêtez vos greffages là, arrêtez les éclaircissements de peau, arrêtez de vous détruire le corps avec des produits toxiques. Aucune nation ne peut se lever sans la femme. Réveillez-vous. Vous donnez des problèmes à une femme, elle vous amène la misère. La femme africaine est la mère. Et c'est le leader par excellence. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle doit s'enraciner, elle doit s'ancrer et elle doit parler. Morale. Lorsque nous mettons des mots sur les mots, les 10 mots deviennent des mots dits et cessent d'être maudits. Une citation de Guy Corneau. Bonjour ou bonsoir. C'est Rahma de votre plateforme sociétale Morale. Des mots et des râles. Votre plateforme sociétale qui met en lumière les mots MAUX de la société, mais qui propose également des solutions. Morale est un espace non seulement dédié aux mots MAUX, aux problématiques de la société, mais surtout à l'éducation, à la parentalité positive, à l'engagement et à la citoyenneté, au développement personnel et à tout ce qui touche à l'humain dans sa complexité. Tout d'abord, je vais t'inviter à t'abonner, à liker cette vidéo, mais surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux également nous trouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, LinkedIn et bien entendu sur le site web www.mo-ral.com où tu trouveras toute l'actualité de Morale et tu as également la possibilité de lire les entretiens. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et honneur de recevoir une dame qui ne se proclame pas coach, elle n'est tout simplement pas coach, elle est mère, mentor et conférencière et consultante en transformation. Vous en saurez davantage juste après le jingle. ci bay bi di doom nako jëli kaddu mag ñi ni nako seti firi nañu gëna diso ndax ñu mëna dégo xana giso ci ko yi ni ñu gëna yaxo xalé poto la nako raxé rek lay wëyé. Mère, mentor, conférencière, consultante en transformation, visionnaire culinaire et gardienne des traditions nourricières africaines, Ramasanya a suivi une formation en économie et en finance, MBA à Bentley University et comptabilise plus de 20 ans d'expérience en transformation organisationnelle et en développement du leadership sur 3 continents. Gar Ramasanya met une méthodologie rigoureuse au service d'un appel profond, restaurer l'héritage vivant de la sagesse africaine dans les espaces de pouvoir, de création, de transmission et de transformation. Elle est la fondatrice du Kimamba Center et de Ndausi Traiteur. Gar Ramasanya incarne une vision du leadership
et de l'entrepreneuriat à la fois profondément transformatrice et solidement enracinée. Il est un pont vivant entre la sagesse ancestrale primordiale et les exigences du monde contemporain. À travers le Kimamba Center, Rama forme et accompagne des leaders, des entrepreneurs et des organisations dans l'activation de leur souveraineté intérieure grâce à des parcours initiatiques uniques. Bonjour Rama, c'est un plaisir de te recevoir sur Morale et merci d'avoir accepté notre invitation. Ravi, Rama, d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir répondu à l'invitation. Excellent. Donc, on va débuter par les mots. On ne va pas les dire, mais on va les écrire. Donc, je t'inviterai à mettre sur ce post-it un mot qui te vient à l'esprit, peut-être un mot qui t'accompagne, et on va découvrir ce mot avant la fin de cet entretien. Ça y est. Parfait. Faut bien cacher. Alors, on va également continuer avec les mots. Cette fois-ci, on va les dire. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton enfance. Si tu devais employer 2 mots qui vont définir l'enfant qui était Rama Sagna et l'adulte qu'elle est devenue, quels seraient ces 2 mots? Je dirais que quand j'étais plus jeune, j'entendais souvent, on disait, elle est têtue. Ok. Elle est têtue, cet enfant, têtue. Et plus tard dans ma vie, j'ai entendu sans cesse, elle est déterminée, cette femme-là. Un peu plus tard. Eh oui, un peu plus tard. Et donc, je me rends compte que, en fait, la personne n'a pas changé. Elle était juste incomprise plus jeune. De la détermination, en fait, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, a une vision. Une fois qu'elle a cette vision, ne lâche pas. Jusqu'à atteindre cette vision-là, on appelait ça être têtu. Obstiné. Obstiné même. Donc, c'était en quelque sorte cette détermination, mais pas assez contrôlée ou maîtrisée. Ouais, qu'on ne savait pas accompagner. Exactement. Et qui me sert énormément dans ma vie. Tant mieux. Voilà. Donc, on va continuer également sur cette enfance pour en savoir un peu plus sur toi. Je pense que c'est important parce que Rama était enfant avant de devenir la belle dame qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir ou qu'est-ce que toi tu peux retenir de cette enfance-là? Qu'est-ce qui a déterminé cette enfance pour parler plus amplement peut-être du milieu ou de l'environnement dans lequel tu as évolué, tu as grandi? Je dirais en toute honnêteté, c'est une forme d'authenticité avec soi. J'ai jamais, depuis le plus longtemps que je peux me rappeler dans mon enfance, je ne pouvais pas accepter de m'effacer, de plus exister, d'être comme les autres, de réfléchir comme les autres. J'ai une voix intérieure assez forte et il m'a toujours été juste impossible de m'aligner, en fait. Depuis toute petite? Ok. Voilà, depuis toute petite. Et quand j'ai compris très tôt que refuser de m'aligner était problématique et que je risquais gros, j'ai appris à me taire, à ne plus rouspéter, à ne plus rien dire, mais à faire ce que j'avais envie de faire sans rien dire. Et j'entendais même des adultes dire, vous lui parlerez, mais après elle va faire ce qu'elle a envie de faire. Quand on sait ce qu'on veut, c'est là qu'on a cette liberté de choix et d'action. Voilà. Mais pour moi, il était juste impossible. C'est comme si vous alliez m'étouffer. Si c'est pour m'aligner, donc vaudrait mieux que j'arrête de vivre, en fait. C'était le dernier bastion pour moi. Ça, on n'y touche pas. Et je l'ai vu toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. En fait, cette authenticité qui m'a permis d'avoir le courage de m'assumer, le courage de faire les traversées que j'ai eu à faire dans ma vie, à me départir de ce qui m'était inutile, qui me bloquait dans la vie, d'avoir le courage de faire des traversées où la majeure partie des gens auraient peur, auraient des doutes, auraient des blocages, d'oser aller sur les sentiers moins parcourus et qui m'ont ouvert énormément de portes, en fait. Voilà. Peux-tu revenir sur ces sentiers moins parcourus? Est-ce que la fonder
Kimamba Center en fait partie ou où est-ce que ça a débuté, ces sentiers? Il y en a eu beaucoup dans Ouais. différentes étapes de ma vie, en fait. Ouais. Et le centre Kimamba, qui très certainement va changer de cadre très bientôt, en est une résultante dans le cadre professionnel. Voilà. Parce que à travers le centre Kimamba, il s'agit de l'audace. Oser, enfin, accompagner l'humain selon le paradigme ancestral africain tel qu'il est. Sans essayer de l'habiller, sans essayer de lui faire de la cosmétique ou de prétendre à ce qu'il n'est pas. Et oser dire la richesse qu'est notre héritage, qui aujourd'hui, dans le monde entier, est dit et répété, mais autrement. Je donne un exemple, on va parler de centres quantiques dans le monde entier aujourd'hui. On va parler de centres thérapeutiques quantiques. Le mot quantique est très en vogue en ce moment. Des thérapeutes se font former à l'international dans différents centres pour devenir des centres. Et aujourd'hui, le dernier terme qui vient de sortir, c'est énergéticien. Mais soyons sérieux. L'énergéticien, le thérapeute quantique, mais c'est la personne qui vous moche. La personne qui fait le moche ne vous touche pas. Elle fait des incantations. Elle vous regarde, elle vous sent, elle vous scanne énergétiquement. Elle fait appel à de l'énergie que l'on appelle dans notre contexte des esprits, mais c'est de l'énergie. Et quand vous les quittez après vous avez guéri, on vous a pas donné de médicaments. Alors, parce qu'on dit la même chose autrement, c'est plus valide dans un autre contexte que dans le nôtre. La voie de la souveraineté, on a du chemin. Parce que nous avons été programmés à une forme d'ignorance et une forme de peur vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, nous sommes un des peuples, je dirais le peuple même, dans la planète qui est encore orpheline, qui ignore son histoire, ignore ses ancêtres, qui ils ont été, l'excellence dans laquelle nous baignons, c'est dans notre ADN. Mais c'est dormant. C'est dormant et il est temps de se réveiller. Et donc, à travers le centre Kimamba, nous osons. Pour ma part, j'ai préféré très tôt, je l'ai dit au départ, suivre ma voie. Il y a un appel que je reçois à l'intérieur de moi. Il me faut être vrai avec cet appel-là. Et pourquoi je me suis sentie très à l'aise avec cet appel depuis le départ? C'est parce que ça a toujours été un appel de vérité. Parce que là où, je me rappelle, je donne des exemples, on va être autour du bol, ou à table avec les parents, ou autour du bol avec la famille, ou des nounous qui s'occupaient de nous, et les conversations tournaient autour de quoi? Le dernier musicien, la dernière musique, la dernière phase de danse, le dernier achat, la dernière transaction, la carrière, le politicien, etc. Mais moi, cette voix intérieure m'interpellait sur une autre dimension. Moi, ce que je voulais comprendre, c'est quand je sortais en tant qu'enfant, pourquoi il y avait des femmes dans la rue qui tendaient la main? En tant qu'enfant, je comprenais pas. Pourquoi ces femmes portaient des bébés sur elles? Qu'est-ce que les bébés vont dehors dans la rue avec des femmes qui tendent la main? Pourquoi certaines personnes n'ont pas à manger pendant que d'autres ont beaucoup d'argent, vivent dans de grandes villas? Pourquoi certains marchent à pied sous le soleil pendant que d'autres sont dans des voitures luxueuses, de belles voitures en fait, quand j'étais enfant, c'est des très belles voitures, des 4x4 climatisées. Ces déséquilibres-là, je voulais en parler. Je voulais qu'on en parle. Je voulais des réponses et ça n'intéressait personne. On me disait même rabat-joie, oh, elle est encore avec ces histoires-là. Et on changeait le sujet à autre chose qui est plus intéressant. Et donc, cette voix à l'intérieur de moi me montrait cette crise de notre humanité. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et à travers le centre Kimamba, nous osons parler de ce qui dérange. Nous osons approcher les choses dans une approche qui demande aux gens s'ils sont prêts d'être vrais. Parce que la vérité spirituelle exige qu'on ne fasse pas semblant. Absolument. On ne peut pas tricher. C'est très profond et c'est très intéressant ce que vous dites.
Et on va naturellement, bien entendu, parler de l'Afrique. Mais j'aimerais d'abord comprendre d'où vient le Kimamba. Qu'est-ce que ça veut dire, Kimamba? Le professeur Cheikh Anta Diop nous exhorte de retourner dans nos langues ancestrales. Langue, là on parle en français. Oui. Donc je vais rester dans le cadre de la langue française, qui n'est pas la nôtre. Mhm. Hein? Absolument. Et que beaucoup d'entre nous, nous parlons, mais nous ne maîtrisons pas. Parce que c'est pas parce qu'on parle une langue qu'on la maîtrise. Dans la langue française, le mot langue vient du latin logos. Mhm. Logos en latin veut dire intelligence. Donc, clairement nous fait comprendre, parce qu'on entend que langue maternelle. Vous avez déjà entendu langue paternelle? Non. Si on va dans la nature, les lois de la nature, c'est une impossibilité mathématique. Mhm. Parce qu'il n'y a que la mère qui allaite. À travers la mère, le lait qui va faire d'un bébé un homme ou une femme, tous les secrets, tous les codes, tout le programme, tout le logiciel est dans le lait. Mhm. Et l'on sait que tout est créé de manière fractale, du gros macrocosme au mini microcosme. Mais c'est la même structure, la même logique, la même intelligence qui se manifeste et qui s'incarne. C'est pour ça que vous allez trouver des terminologies du point de vue langage. Dans l'univers, on vous parle de la voie lactée. Ça n'interpelle pas beaucoup de gens. Mais c'est là, en face de nous, et nous sommes distraits. On vous parle d'une voie lactée, une voie de lait. Wow. D'où l'importance d'allaiter. Et nous sommes arrivés à des générations où les femmes n'allaitaient plus. C'est une catastrophe humanitaire. Parce que la base même de ce qui doit faire l'humain, on l'a raté depuis le départ. Le langage. Donc, l'intelligence passe par la mère. Alors, si l'on sait que l'intelligence passe par la mère et que nos langues sont des langues qui façonnent l'individu. Regardez en Wolof. En Wolof, pour dire regardez, comment on dit regardez? Xol. Donc, xol. Mhm. Pour dire le cœur, on dit comment? Xol. Mhm. On vous a tout dit. Les anciens ont tout dit parce qu'ils nous ont légué une langue. Les yeux ne voient pas. Mhm. Xol mooy gis. Mhm. Tout est dit. Si vous voulez façonner un humain, l'humain doit maîtriser sa langue parce que c'est un héritage. Mhm. Le concept d'une idée n'est pas le même selon les paradigmes parce que chaque paradigme est héritier de quelque chose et tout aussi valide. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Ensemble, c'est un chef-d'œuvre, un orchestre magnifique. Séparés, nous sommes faibles. Mhm. Si vous voyez le chat domestique et le chat sauvage, ils n'ont pas la même nourriture. Le lion n'a pas la même nourriture que le tigre, qui n'a pas la même nourriture que le léopard ou la panthère. Pourtant, ce sont tous des félins. Des félins. Parce que chacun avec sa voix. Ku nekk ak yoonam. Et aucun n'est mieux que l'autre. Même dans le monde des insectes, vous allez jamais voir une mouche que vous trouvez dans les poubelles, dans les coins sales, et on accuse à tort les mouches, on dit qu'elles sont sales. La mouche est un insecte extrêmement propre. Chaque fois que vous observez une mouche, regardez-la, elle est toujours en train de faire ses ablutions, de se nettoyer. Son rôle est d'amener la purification. Elle va dans les endroits sales pour nettoyer. Donc là où vous voyez un endroit avec des mouches, c'est que c'est sale. Et la mouche est là comme agent, comme messager pour venir nettoyer. Donc la mouche est dans les endroits sales. C'est là-bas qu'elle travaille. C'est son œuvre, c'est sa mission de vie. Et les abeilles sont sur des nids de fleurs, de beauté et d'une pureté extraordinaire parce que leur rôle est d'aller chercher le nectar le plus pur pour en faire un produit des plus purs, le miel plus tard, qui est d'une utilité extraordinaire à toute l'humanité. Vous voyez une mouche qui va trouver une abeille, mais qu'est-ce que tu fais sur les nids de fleurs? Viens ici dans les poubelles avec moi.
Ça n'a aucun sens. Parce que chacun sa voix. Dans la langue Wolof, comment est-ce qu'on traduit la femme? Qu'est-ce que la femme? On dit jigéen. Important. On va revenir sur ça. J'aimerais bien qu'on continue avec l'illustre cher Anta Diop, qui dit également « L'ignorance de l'histoire de son peuple est une forme de servitude ». Quelle est votre lecture des mots de cher Anta Diop? Oui, oui. Mais parce que, je le dis autrement dans mes programmes, nous sommes devenus ces nations. Nous sommes des petits chats, des petits félins magnifiques, très beaux. Le petit chat, là, domestique, là, qui fait miaou, 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 tout beau. Et vous venez, il s'assoit sur vous, vous le caressez, bien domestiqué, bien poli, il fait aucun bruit. Ndeysaan, c'est un lion. Il ne sait même pas qu'il peut rugir. C'est ça que Cheikh Anta Diop est en train de dire. Et aujourd'hui, ces mêmes petits lions ou grands lions, mais qui se comportent comme des chats domestiques, si vous leur parlez de la savane, ils vous regardent comme si vous parlez d'un monde extraterrestre. Et si vous les invitez à les amener dans la savane pour se reconnecter à eux-mêmes, s'ils ne vous tapent pas, s'ils ne deviennent pas violents avec vous et vous agressent, ils vont vous fuir comme la peste parce que vous êtes un malade. C'est l'aliénation. Qui se résume dans cette étude scientifique qui a été faite en laboratoire, où ils ont pris un gros vase, un pot de tomates en verre, énorme, et ils ont mis des puces. Vous connaissez les puces, les petits insectes qui sautent à des hauteurs extraordinaires. OK? Et ils ont mis des puces dedans et qui continuaient de sauter et ils ont fermé le bocal. En fermant le bocal, les puces qui sautaient se cognaient au couvercle du bocal. À un certain moment, ils ont appris leur leçon. Elles ont commencé à sauter juste à hauteur pour ne plus se cogner. Ils ont laissé les puces dans le bocal pendant longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont reproduites à l'intérieur, de nouvelles générations sont venues et toutes sautaient à la même hauteur, ne dépassaient jamais cette hauteur. Quand ils ont vu que le comportement était bien établi, ils ont ouvert le bocal, aucune puce ne sautait au-dessus. De nouvelles puces sont venues, sont nées de ces générations-là et aucune ne pouvait imaginer qu'elle était capable de dépasser cela. C'était possible. C'est ça que Cheikh Anta Diop est en train de dire. L'aliénation. Lorsqu'on ne sait pas qui on est. Et aujourd'hui, on veut parler de souveraineté. On veut parler de développement. Comment on va y arriver lorsqu'on est aliéné de ses propres ancêtres? À tout point de vue. Que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans l'environnement, la relation à l'environnement, que ce soit dans la relation à soi, parce que dans le soi, il y a nos cheveux. Nous sommes la nation nous empruntons nos cheveux, nous empruntons notre peau. On n'aime pas notre peau, on éclaircit la peau. Hein? Ouais, la dépigmentation. Intellectuellement, même les pensées sont importées. Comme si nous, on n'avait pas de penseurs. Et là où ça tape plus fort, parce que c'est là, on est dans l'irréel et l'invisible, c'est la spiritualité. Parce que spirituellement même, on importe cela. Comme si nous n'avions pas de spiritualité. Les Chinois sont shintoïstes. Regardez la Chine aujourd'hui. Les Indiens sont hindous. Regardez l'Inde aujourd'hui. Les Japonais. Chaque nation suit sa voie. L'Africain, il est quoi? Il est tout sauf lui-même. On a du chemin. Et qu'est-ce qui l'explique, selon vous? Nous avons un cadeau en nous qui est d'une puissance extraordinaire et nous avons sous-estimé sa force. C'est notre mélanine. Qui dit mélanine dit humanité. Et nous avons beaucoup d'humanité. Il nous a rendus très naïfs à un certain moment. J'aimerais en savoir plus. Trop naïfs. Et on s'est assis sur nos lauriers. Et ça nous a amené à un niveau, à notre perte. Vous savez, l'Africain est le seul sur la planète qui est très bon enfant encore, qui ne peut pas imaginer un certain niveau de méchanceté. Il a rien, mais ce qu'il a rien là, il va partager avec vous. Il a rien, mais il va en rire. La vie est belle. Il voit des étrangers arriver. Il ouvre sa grande porte. Il vous donne même sa chambre. Venez dormir sur mon lit.
c'est l'Africain, l'excès de mélanine. Je dis souvent dans mes accompagnements qu'on est tous nés avec une force, que ce soit communautaire, individuelle. Et même au niveau individuel, regardez bien dans l'histoire de l'humanité. Tous les êtres humains qui ont chuté à travers leur force. Parce que si vous n'apprenez pas à maîtriser votre force, c'est ça qui va vous faire chuter, qui va vous détruire. Et si votre force, c'est beaucoup d'humanité, Tu pourras en jouir pleinement. ouais, il faut toujours l'équilibre. L'équilibre. Que vous retrouvez souvent dans des textes comme dans le Coran, Oui. où on parle souvent des êtres du milieu. Mhm. Et ce sont ces êtres-là qui ont la voie vers le paradis. Ils sont ni à gauche, ni à droite. Ils sont ni en haut, ni en bas. Ils sont ni chauds, ni froids. Mhm. Ils sont dans le milieu. Qu'est-ce qui explique chez vous cet ancrage dans les valeurs africaines? Est-ce que ça a toujours été quelque chose que vous incarniez ou quelque chose l'explique? D'où ça vient exactement? Je dirais que pour ma part, c'est cette quête de vérité, d'être vrai, d'être authentique. Curieusement, j'ai eu plusieurs phases. Moi, je suis née de confession musulmane. Et donc, j'ai toujours ressenti des choses, comme je l'ai dit au départ. Et le seul ancrage que j'avais vis-à-vis de ça, c'était l'islam. Donc, j'ai baigné dans l'islam, j'ai creusé dans l'islam, j'ai lu et relu le Coran, à un très jeune âge. Et je n'avais pas encore voyagé, je n'avais pas encore le bac. Je crois qu'à 13, 14 ans même, je voulais devenir ibad. Pour vous dire à quel point je plongeais dans ça. Mais j'ai eu un moment où ma propre mère m'a bloqué. Curieusement. Elle m'avait dit, dans les affaires divines, si tu mets un pied, l'autre doit suivre, mais pas reculer. Si tu décides d'aller dans cette voie-là, tu dois savoir ce que tu fais. Et tu es encore jeune. Marie-toi, vis, voyage, connais-toi. Quand tu es sûr, tu y vas. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'elle avait fait une grosse erreur. Je lui en voulais même. Des années plus tard, plus de 30 ans plus tard, j'ai compris le gros cadeau qu'elle m'avait fait. Voilà. Celui d'éviter de rentrer dans des boîtes. Celui d'éviter de rentrer dans des labels. De se rappeler que nous naissons sous une forme d'énergie, de lumière, qui ne dit pas son nom et qui ne peut pas être contenue dans une idée. Et de faire attention aux labels dans lesquels nous rentrons. Il y a quelques instants, on parlait de citations dans le Coran où il est dit c'est l'homme qui fait de l'enfant un chrétien, un juif, un musulman. Nous rentrons dans des labels et nous oublions à un certain moment le courant universel qui nous relie tous et toutes. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que là, par exemple, nous avons des habits. Vous êtes habillé de couleur blanche, je suis de couleur rouge. La forme de votre habit est comme ça, moi c'est comme ça. Est-ce que le vôtre est mieux que le mien? L'essentiel, c'est qu'elle couvre quoi? La nudité. Et ça sert son objectif, non? Ça vous sert, vous? Moi, ce que j'ai, ça me fait. Hakuna Matata. La vie est belle. Hakuna Matata. Sénégal Djem Kanam. Voilà. Et éviter de se laisser distraire dans ce sens-là. Donc, quand j'étais plus jeune, j'avais cette approche-là. Puis, je vais à l'étranger pour suivre mes études. Et je suis sur le campus américain. Et je vois toutes sortes de choses à ce moment-là dans ma vie. Je rencontre toutes sortes de personnes qui viennent de toutes les parties du monde entier. Et c'est fascinant pour moi parce que je suis très humaine dans mon approche. Et donc, je me rapproche des gens, je les écoute, j'échange avec eux. Je m'intègre même au sein de leur famille qui m'invitent. Et je me rends compte qu'en fait, notre humanité est pareille partout. Ce à quoi on est un peu déconnecté quand on ne voyage pas beaucoup et qu'on reste dans sa petite bulle. Et je vois qu'il y a des gens gentils, plus gentils que les gens que je connais moi, et qui se disent musulmans.
En ce temps-là, ça m'interpelle. Mhm. Je vois des gens qui ne sont pas musulmans, mais qui ont un cœur, une générosité, une humanité, et qui sont capables de se donner, de sacrifier, de faire des choses que moi, chez moi, au Sénégal, Mhm. des gens qui se disent musulmans ne m'ont pas montré. Mhm. Point d'interrogation. Je rencontre des gens qui viennent de différentes foi, des juifs ici, des chrétiens, et toutes sortes de chrétiens, parce que plusieurs écoles, Mhm. etc., Mhm. des hindous. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Et donc, je décide à un certain moment de mettre de l'eau dans mon bissap. Beaucoup d'eau même. Je ne détiens pas la vérité, en fait. Voilà, voilà, C'est ça. voilà. Et je Oui. prends du recul. Je prends Exactement. beaucoup de recul Mhm. et je me rends compte que Mhm. cette phrase dont on parle, Oui. on ne saisit pas la portée de cette phrase qui dit que la connaissance et le savoir d'un côté sont des puits sans fond. Mhm. Chaque fois que vous creusez, vous pensez, waouh, non, il y a Il y a encore, encore. il y a encore, il y a encore. Mhm. Et donc, vous vous rendez compte à un certain moment que vous ne savez pas. Il Exactement. vaudrait mieux se taire Mhm. et observer. Là où vous pouvez avoir de la valeur, agissez, Mhm. prenez action. Mhm. Là où vous ne pouvez pas, bénissez, priez, envoyez de l'énergie positive. Voilà. Mais ne prenez pas de position. Parce que ce que l'on appelle la source divine unique, il y a des milliers de noms dans la planète entière. Certains disent Allah, d'autres disent Dieu, d'autres disent Jéhovah. Les noms sont énormes. Tout à Ok. fait. Tout est ok, non? Oui. Ku nekk ak yoonam. Ku nekk ak Donc il n'y a yoonam. pas de souci. Mais n'oublions pas le dénominateur commun. C'est une source. Elle est Exactement. divine. Elle est Mhm. unique. Et ça me fait penser à quelqu'un que j'estime énormément, un philosophe sénégalais, Mhm. Souleymane Bachir Diagne, Oui. qui parle de l'universalité, de l'universalisme, Mhm. et qui suggère une déconstruction Mhm. des esprits. Mhm. Personne n'a le monopole du savoir ou de la vérité. L'essentiel, c'est d'adopter une posture d'esprit, d'ouvrir son esprit et d'accepter la différence de l'autre qu'on peut ajouter à ce que nous avons déjà et qui peut Exactement. enrichir tout simplement. Exactement. Et également, il y a quelqu'un d'autre, Amadou Ampateba, lui qui prône le fait de sauvegarder nos traditions et nos langues comment il l'appelle, nos langues tout simplement, et qui invite les jeunes à être de bons jardiniers. C'est comme ça, il le dit. Magnifique. C'est très bien dit. Alors, il dit d'être profondément Mhm. enraciné Mhm. pour savoir quand greffer ou tailler. Magnifiquement dit. Sans occulter ou renier ce que nous sommes profondément. Et c'est l'erreur que nous avons faite. Exactement. Et aujourd'hui, lorsque vous osez, pour ça j'ai parlé d'audace tout à l'heure avec le centre Kimamba, lorsque vous osez aller dans l'enracinement, surtout dans les courants actuels, vous êtes perdu. C'est comme ça que vous êtes perçu. Mhm. On vous aliène même, vous êtes aliéné. Mhm. Hein? Les gens, beaucoup vont penser dans cette ignorance que vous êtes rentré dans des sectes, vous êtes dans de la sorcellerie. Parce qu'en fait, tout ce qui est connecté au noir Ouais. est perverse. C'est terrible. C'est terrible. C'est l'image qu'on a de nous. De Erronée. nous-mêmes. Complètement erronée. Totalement erronée. Alors que traditionnellement, dans le monde entier, le noir est synonyme d'excellence. Mhm. Au Japon, la couleur par excellence jusqu'à aujourd'hui, c'est la couleur noire. Tous les pays asiatiques confondus. Mhm. Regardez dans les arts martiaux, quelle est la ceinture la plus élevée? Quelle est la couleur? C'est Le noir. Si vous allez au Japon à ce jour et vous essayez de vous faire former en tant que samouraï, Mhm. dans les temples les plus anciens, les plus respectés, Mhm. ils vont vous dire, on peut vous accompagner jusqu'à X niveau. Mhm. Mais à partir de ce niveau, il vous faut trouver un maître noir ou qui a du sang noir. Ça en dit long. Ça en dit long, parce qu'il y a des codes, il y a des portes fermées. Mhm. Aujourd'hui, nous savons, scientifiquement, ça a été reconnu, mais ce que nos ancêtres savaient depuis longtemps, que la Chine même qu'on voit aujourd'hui partage tous les Chinois partagent le même ADN, Mhm. qui a une origine africaine. Mhm. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des villages en Chine, ce sont des Noirs comme ça. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ben, voilà, on C'est était une vérité. partout. Oui. Alors, pourquoi Mhm. on le cache? Et pourquoi notre jeunesse n'est pas éduquée en ce sens-là, Mhm. ne connaît pas ces valeurs-là? Mhm. On va continuer sur l'Afrique. Mhm. On va parler de la femme africaine. D'accord. Et comme on a beaucoup de références, Mhm. je vais partager je vais pas partager un poème, mais
j'ai fait référence à une dame, Maya Angelou, la poétesse afro-américaine, qui, dans son poème Africa, personnifie le continent, notre continent, en femme belle et forte. Donc, bien entendu, c'est en anglais. On a essayé de traduire. Elle dit cheveux de désert, seins en montagne, deux Nils pour l'arme, qui se relève malgré les violences coloniales pour marcher. Quelle est, selon vous, quelle définition donnez-vous de la femme africaine au-delà de tous ces clichés, au-delà du cercle familial, de la femme qu'elle est, qui allait? Quelle définition donnez-vous de la femme africaine? Vous avez entendu parler du concept de la Vierge noire? Je vous invite d'aller sur YouTube, Google, écrivez Vierge noire, et vous allez voir que dans les églises les plus vieilles du monde entier, que vous allez en Russie, en Espagne, etc., la Vierge est noire. Jésus est noir. Expliquez-moi pourquoi en Afrique il est blanc. Que ça soit mieux représenté, peut-être. Voilà. Alors, pour mieux nous dominer, oui. Vous avez vu un lion se faire éduquer par une chatte? Vous avez vu une fourmi évoluer dans des cafards? Non, pas. Vous avez vu une mouche évoluer au sein d'abeilles? Qu'est-ce que ça donne? Chaque communauté, avec ses signaux, ses symboles, en alignement avec ce qu'elle est, ce à quoi elle ressemble. Moi, yon bobo. Donc, si vous venez amener des divinités ou des représentants de cette voie qui ne ressemblent pas à cette communauté, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et pourtant, nous, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. En plus, ce sont des voix, on est bien conscient, qui ne nous acceptent pas au niveau social. Parce qu'on sait aujourd'hui, cette forme d'hypocrisie, si on regarde l'islam, on voit cette forme d'hypocrisie qu'il y a dans le monde arabe, de racisme qui ne dit pas son nom. L'esclavage transatlantique était un peu plus humaine même que celle du monde arabe. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des traces de cet esclavage-là. Nous avons des descendants que vous retrouvez à Haïti, que vous retrouvez en Jamaïque, dans les îles. Mais dans le monde arabe, on les avait castrés, on les avait tués. On ne voulait aucune traçabilité. C'est à quel point on nous aime. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui nous ont amené une voix et qu'on embrasse. Allez savoir cette incohérence-là. Parce qu'ils vous aiment vraiment, ils veulent pas que vous épousiez leur fille. Si aujourd'hui, vous allez en Arabie Saoudite, essayez d'épouser une femme d'Arabie Saoudite. Allez voir. Et pourtant. Pareil pour d'autres professions. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? La femme africaine, c'est cette mère. C'est la mère de toutes. Si vous lisez le Coran, il y a une sourate qui s'appelle Mariam. Dans cette sourate, on dit vraiment, c'est le modèle de toutes les femmes pour l'humanité. Vous l'avez lu? Oui. Et je l'écoute très souvent, d'ailleurs. Elle est magnifique, non? Oui. Ok. C'est le modèle pour toutes les femmes de l'humanité. Magnifique. Le Coran, quel est le calendrier? C'est quoi le calendrier du Coran? Oui, on est en 1000 combien? 442, 43? Dans les 1400. Oui, dans les 1400. Le calendrier chrétien, on est dans les années 2000. Mais vous savez que l'humain est dans la planète depuis 350 000 ans. Et avant ça, il y avait 2,5 millions d'années sous une autre forme. Mais les humains étaient là. Expliquez-moi comment un livre qui, soi-disant, est apparu il y a 1400 ans, dit qu'une femme est le modèle de toute l'humanité. Et les autres femmes, il y a 300 000 années, c'était quoi? Question existentielle. J'ai parlé de mélanine tout à l'heure. Un cadeau, mais qui peut être une malédiction. Si on ne sait pas quoi faire de ça, si on ne maîtrise pas cette force.
nee nañ, lorsque vous ne savez plus où vous allez, retournez-vous et regardez d'où vous venez. Si on sait ce qui est dans le concept de la Vierge noire, on sait ce que la femme africaine est. Et les potentialités que la femme africaine a en elle de redresser la situation. Ndaxte moom mooy ndey. Mooy ndeyam mbir bi. Mooy ndeyu mbir bi. Oui. Ok? Un mentor à moi, Oui. un vieux papa, m'a dit une fois, ah, femme, réveillez-vous. Rappelez-vous de qui vous êtes, femme noire. Et il me dit, comment un homme que vous avez porté dans votre ventre peut aujourd'hui se mettre en face de vous et faire pipi sur votre tête? Vous perturbez. Est-ce que la source divine unique qu'on appelle Dieu, est-ce que l'être humain peut le dépasser, le perturber? Vous savez que c'est une impossibilité. C'est lui, soi-disant, ou elle, qui a fait. Donc, elle connaît son produit, elle connaît ce qu'elle a fait, elle maîtrise. Vous avez déjà développé quelque chose qui vous maîtrise, vous? Non. C'est une impossibilité mathématique. Oui. D'accord. Donc, comment une femme porte l'homme? Et aujourd'hui, la femme est dépassée par l'homme. Vous savez que ça va pas. Vous portez la vie. C'est vous qui avez fait l'homme. C'est vous, l'humanité, c'est vous qui avez donné ça à l'homme. C'est vous qui l'avez éduqué. C'est vous qui faites un leader. Vous en faites ce que vous voulez. C'est vous qui lui apprenez à parler. C'est vous qui l'allaitez. Et c'est cette chose qui vient vous dominer, vous dire gauche, droite, et vous suivez. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est le déracinement. Parce qu'un arbre qui n'est pas enraciné, il suffit d'un petit vent, il tombe. Et c'est ce qui nous est arrivé. En langue wolof, pour dire la femme, on dit jigéen. Si on va dans l'étymologie du mot jigéen, on a ji et on a gen. L'of ji, moi gen. Vous donnez des problèmes à une femme, elle vous amène la misère. Vous n'allez même pas comprendre ce qui se passe. Vous allez penser c'est de la sorcellerie, cette femme. C'est la pire chose qui me soit arrivée. Vous lui amenez de l'affection, elle vous donne de l'amour à n'en plus finir. La femme, pourtant, des dernières années, on va dire que la femme est un amplificateur. Mais ils sont en retard. Nos ancêtres le savaient depuis longtemps. Le Wolof existe depuis combien de temps? Ils ont dit ça, jigen. L'of ji, moi, gen. Donc la femme est révélatrice. Elle révèle le foyer. Elle révèle l'homme. Et pourtant, c'est un jeu de mots double. Parce qu'on fait dit gun, jigen. L'of ji nak neysan, mon gun. Et pourtant, ils le disent, même les économistes le disent aujourd'hui, investissez chez les femmes. Oui. Parce que lorsque vous investissez chez les femmes, ce sont des communautés qui s'élèvent. Parce que les femmes s'occupent de tout le monde. Mais pourtant, Wolof Ndiaye wax nako, jigen, jigen, on a tout dit. On veut se relever, mais tant qu'on ne maîtrise pas nos langues, on ne va aller nulle part. Parce qu'il y a des thèses dans nos langues pour notre émancipation, pour notre éveil de conscience, pour notre estime de soi, pour notre boussole intérieure et savoir dans quelle direction avancer, comment avancer et avec quelle puissance. La femme africaine est la mère. Et c'est le leader par excellence. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle doit s'enraciner, elle doit s'ancrer et elle doit parler. Parler. Morale. Bien trouvé. Et justement, j'aimerais qu'on parle de leadership et d'estime de soi. En préparant cet entretien, naturellement, j'ai fait des recherches sur Ramasania et j'ai découvert 2 vidéos qui datent de bien longtemps. L'une date de 8 ans, l'autre de 7 ans. Sur l'une des vidéos, vous parlez de la joie et le bonheur. Comment maintenir la paix, tout simplement, si je devais résumer la joie et le bonheur. Dans la deuxième, vous parlez d'une vision nuancée du leadership africain. J'aimerais bien qu'on parle d'abord de ce leadership africain. Quelle vision vous avez du leadership africain? Ma grand-mère disait cela.
et qui est en alignement avec ce point de vue, ce paradigme ancestral africain. En fait, je vais le dire de cette manière-là. Qu'est-ce que le leadership chez nous? Le corps humain, c'est un corps, n'est-ce pas? Un corps. À l'intérieur, combien de départements? Il y a le système respiratoire, il y a le système digestif, il y a le système nerveux, il y a les organes, il y a beaucoup de départements à l'intérieur. Tout à fait. Chacun fait son travail. Qui décide? Il décide. Ils se synchronisent de manière phénoménale, vous ne pensez pas? Ils s'entendent de manière phénoménale, vous ne trouvez pas? Ils communiquent entre eux. Et le corps en lui-même a une intelligence. Donc, en fait, quelqu'un décide parce qu'il y a une intelligence. Oui. Un bébé qui vient de naître, qui vient de sortir du ventre de sa mère, instinctivement, c'est je veux manger. Et il cherche la tétée. Dès qu'il a eu sa première tétée, il a ses premières selles, ses premières urines. Est-ce que c'est le bébé qui a dit au corps, il est temps d'évacuer? Le corps a son intelligence. Oui. Il fonctionne sans nous. La nature fonctionne sans nous. Oui. Tout ce qui est dans la nature existe sans nous. Les premiers vergers qu'on a trouvés ici, les pommes, les fruits, les légumes qu'on a trouvés ici, qui les a plantés? La nature fonctionne très bien sans nous. Elle n'a pas besoin de nous. Alors l'humain, en fait, dans un ego mal placé, pense qu'il est central à tout ceci. Alors que chez nous, les anciens nous rappellent que le leadership, le corps a son intelligence. Par contre, vous habitez le corps. Et si vous êtes leader, dites Bobuniwar, ben c'est servir. Le corps va vous envoyer des signaux. J'ai faim. Et va vous envoyer une image mentale. Vous allez penser à une banane. Vous allez dire, ah, j'ai envie d'une banane. Vous n'avez pas compris que le corps vous a dit exactement ce qu'il veut. Parce qu'il en a besoin, parce qu'il va l'utiliser comme si, comme ça, lui, il sait. Il vous dit, j'ai soif, je veux de l'eau. C'est très spécifique. Vous pensez à de l'eau. Ou bien vous pensez à un jus de bissap. C'est très spécifique à ce moment-là. Mais le corps a déjà parlé. Il vous a dit ce qu'il veut à ce moment T. Et des fois, vous l'écoutez, vous ne l'écoutez pas. Et vous allez prendre du coca. Ou vous ne buvez pas carrément. Et après, ça vous amène beaucoup de désordre. Le leadership, c'est lorsque vous vous alignez. Vous servez. Vous n'amenez pas de désordre. Vous êtes garant de l'ordre. Parce que l'univers entier suit un ordre qui n'a pas besoin de l'être humain. Et le leadership, c'est venir et servir cet ordre-là en maintenant le courant, cette fluidité dans le courant sans interruption. Vous me suivez jusque-là? Oui, je suis. Donc, si vous dites leader et que vous voulez lancer un projet, une organisation, diriger un pays, ah, Mandé, il y a un monsieur que j'estime beaucoup, Cheikh Hamidou Kane. Quand je viens de rentrer, j'allais lui rendre visite beaucoup. On parlait, je lui parlais de mes projets, de mes ambitions. Il m'écoute, il me dit, ah, ma fille, c'est ambitieux, hein, c'est bien d'être rentré et de servir, vouloir servir comme ça. Par contre, vous avez du travail, hein. J'ai fait, oui, bien sûr, on a du travail, hein. Mais ça va aller. Il me dit, ah bon? Comment vous allez y arriver, votre génération-là, alors que vous ne connaissez pas votre terre? Nazm me dit, il exagère dans ma tête. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire, tonton? On connaît pas notre terre. Moi, je suis née ici. J'ai grandi ici. Jusqu'au bac, c'est seulement au bac que je suis partie. Il me dit, ah bon? Tu connais ta terre? Je dis, oui, bien sûr, je connais. Il me fait, d'accord. Quels sont les différents arbres de ce pays qui maintiennent l'écosystème de ce pays? Il me regarde, il sourit, il fait comme ça. Il me fait, quels sont les noms des différents insectes du Sénégal? Moi, dans ma tête, je me dis, oh là là, c'est perché ça, il va loin là, les insectes, qu'est-ce que ça a à voir avec le développement? Qu'est-ce que ça a à voir avec le leadership? Qu'est-ce que ça a à voir avec le travail que j'essaie de faire? Il me regarde, il fait comme ça. Il me fait, est-ce que tu connais les différentes terres du Sénégal? Là, je recule, je regarde. Je fais, tonton, je comprends pas, en fait, là où vous voulez en venir. Quelle est la connexion avec les différentes terres? Il me fait, est-ce que tu sais qu'il y a différents types de terres au Sénégal? Je lui fais, non, je savais pas. Il me fait, creuse. Est-ce que tu connais les différents types d'eau? Parce que c'était important dans ma tête, je me dis. Et il me regarde. Il me dit, vous voulez développer
un écosystème, une terre, et vous ne comprenez même pas son fonctionnement. Comment vous allez être leader? Lorsque vous allez prendre des décisions de manière dans n'importe quel sens, sans prendre en compte tous les paramètres qu'il faut prendre en compte. Imaginez, vous êtes un docteur et on vient pour vous soigner et le docteur vient et dit qu'il traite cette section de votre corps sans prendre compte de l'ensemble. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça a du sens? Alors comment vous allez diriger un pays? Lorsque vous n'avez pas pris en compte la situation des femmes, vous ne comprenez pas la situation des femmes. Vous ne comprenez pas la situation des enfants, de la jeunesse. Vous ne comprenez pas la situation des pauvres. On parle d'inégalité sociale. Vous ne comprenez pas la situation même des arbres. Parce que sans les arbres, on est qui? On est quoi? Pourquoi les insectes? On n'est pas conscient qu'on arrive à manger grâce aux insectes. Il n'y a pas de légumes ni de fruits sans les insectes. Okay. Et pourtant, on s'acharge matin, midi, soir à les tuer. Baygon, 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 baygon. Oui. Des décisions, alors que nos ancêtres étaient beaucoup plus civilisés que ça. Ils vivaient dans la forêt. Ils ne tuaient pas les insectes. Ils vivaient avec. Et ils avaient des sciences autour de cela. Comment on a perdu de vue ces sciences-là? Qui font qu'on peut cohabiter sans détruire la nature. On est dans un mode de tuer, tuer, détruire, 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 tuer, tuer, détruire, détruire, détruire. Mais ça a amené le déséquilibre dans lequel nous sommes. Parce que tout a une utilité. Même les microbes. Dans la tradithérapie ancestrale africaine, on ne tue pas les microbes. Les microbes sont importants. Ils maintiennent un équilibre. Ils ont leur rôle à jouer. Lorsqu'il y a une maladie, c'est qu'il y a déséquilibre. Le vrai maître tradithérapeute, c'est identifier le déséquilibre et ramener un équilibre. C'est tout. Mais on vit avec les microbes. On vit avec les microbes. Alors pourquoi on veut s'en débarrasser? Pourtant, on est dans une société généralisée, cette mentalité qui, je veux pas de microbes. Je veux pas de gens négatifs autour de moi. Évite d'être négatif, sois positif. Tout le monde veut être positif, n'est-ce pas? On dit à tout le monde, sois positif, sois positif, sois positif. Mais ça n'a ni queue ni tête. On va d'un extrême à un autre, parce qu'il s'agit d'être dans le milieu. La pile. Si vous avez de l'électricité, pourquoi? Parce que vous avez une valeur équivalente du pôle positif et du pôle négatif, et là, vous avez de l'électricité. Sans valeur équivalente, il n'y a pas de magie. Mais qu'est-ce que le pôle positif? C'est le pôle où l'énergie est transmise. C'est là où l'énergie circule, est en mouvement, pénètre, traverse. C'est là où on donne dans le sens éducatif, où on partage, où on enseigne. Et dans le pôle négatif, c'est quoi? C'est là où l'énergie est reçue. C'est là où l'énergie se recharge. C'est là où l'énergie est passive. Si on regarde l'éducation, c'est là où on est élève. C'est là où on reçoit. Donc personne ne veut recevoir. Personne ne veut apprendre. Personne ne veut faire une pause. Regardez, tout le monde a du mal à s'asseoir, à être calme. La méditation est dure pour beaucoup de gens. Personne ne veut être négatif. Oui. Alors qu'avant de donner, avant d'enseigner, vous devez recevoir, vous devez être un élève. Donc si vous sautez des étapes, quel leader êtes-vous? D'accord. Très bien. J'aimerais également qu'on parle de ce qu'on met à l'intérieur de nous. L'alimentation. Catastrophe. Vous êtes aussi fondatrice de Ndaosi Traiteur. Oui. Quelle est la vision derrière Ndaosi Traiteur? La vision est que chaque être humain dispose de tous les éléments pour son développement plein, sa vitalité dans l'écosystème où il est apparu, où il s'est incarné. Chaque être vivant même, je devrais dire. Parce que lorsque vous prenez le lion, pourtant vous voyez le lion dans beaucoup d'armoiries dans le monde entier, hein. Allez en Espagne, vous voyez dans l'armoirie royale, allez en France, mais il n'y a pas de lion en Europe, hein. Les gens ne font pas attention. Qu'est-ce que ça fait dans leur armoirie? Le lion n'existe que dans la savane africaine. Le tigre existe où? Dans la jungle tropicale dense, sombre, humide de l'Inde.
Prenez le tigre, amenez-le dans la savane ensoleillée africaine. Prenez le lion, amenez-le dans la jungle tropicale et regardez, c'est une question de temps avant qu'il dépérisse. Ouais. Et avant que s'ils ont une progéniture, que la progéniture soit affaiblie et perdue et morte à un certain moment. Parce que c'est pas leur écosystème. Tout ce qui fait le lion est dans la savane africaine. L'importance d'honorer sa terre. Il repart à la mer. Terre, mer. Pas de souci si vous voulez voyager, manger, découvrir d'autres choses. On va se greffer. Comme Bachir Diane a dit, n'est-ce pas? Oui. C'est bien de se greffer. Mais assure-toi d'être enraciné d'abord. De sorte que lorsque tu te greffes, tu ne te perds pas en chemin. En pâté, voilà. Que tu ne te perds pas en chemin. N'est-ce pas? Donc, si l'on regarde le Tchéremboum, moi, il y a quelque chose qui m'a longtemps épaté. C'est cette phrase que j'entends au Sénégal depuis tellement d'années. Insuffisance alimentaire, insuffisance alimentaire, insuffisance alimentaire. Mais après, je me rends compte que près de 80% ou plus de ce que l'on mange est importé. Et pourtant, nous avons tout ce qu'il faut pour manger. Si on regarde le Tchéremboum, Noflay, Nebedai, Niebbe, la recette de base. Parce qu'aujourd'hui, on prépare n'importe comment, on met plein de choses dans nos plats. Mais la recette de base avec lesquelles nos anciens ont grandi, des gens comme la génération de mon papa qui a bientôt 90 ans, ils ont le ñu xamoon. Ça manque comment au Sénégal, ces ingrédients-là? En quoi c'est insuffisant? Il y en a à gogo chaque année. Lorsqu'on parle de tchéré saloum, et vous allez au Saloum pour manger le tchéré saloum, et qu'on vous sert le tchéré saloum, il n'y a pas de viande. Tous les ingrédients sont locaux. Et il y en a à gogo. Où est la suffisance alimentaire? Si seulement on savait ce qu'il y avait dans 100 grammes de niébé, comparé à 100 grammes de viande, il n'y a pas photo. Allez sur Google. Les mathématiques, les calculs sont vite faits. Donc, quel jeu jouons-nous? L'aliénation, c'est ça? Ça, c'est un aspect déjà du point de vue développement économique et territorial. Parce que nous-mêmes, nous avons détruit nos propres économies. Parce que nous avons des femmes très compétentes partout dans le Sénégal qui ont accès à des terres, qui peuvent faire l'agriculture, qui peuvent produire des produits. On a là le ndim qui est dans le tchéré saloum. On a la noix de cajou avec la pomme de cajou qui a une alternative de viande végétale qu'on a utilisée dans le passé, dans nos cuisines, etc. Il y a tellement le fogno, le sorgho. La liste est longue. On a le guerté mancagne qu'on appelle gadjanga, qui est comme un pois chiche, c'est notre pois chiche local. Et les gens vont aller au champ, au casino, acheter du pois chiche, alors qu'on a un pois chiche local, même plus gros et extrêmement nourrissant, avec lequel nos anciennes faisaient des farines, faisaient des laits pour les bébés, et avec lesquels on les sevrait. On a le souché ndir, mais le miracle du ndir, on n'en parle pas. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'insuffisance alimentaire? Je pose la question à nos autorités. Ben oui, parce qu'on est toujours à suivre des modèles étrangers, même dans nos manières de fonctionner, même au niveau du leadership jusqu'à maintenant. Parce qu'on a appris à l'école du blanc, d'où l'importance de former notre jeunesse autrement aujourd'hui. Et qu'on se réapproprie notre identité, nos ressources, nos terres. Parce que c'est une aberration. Moi, je vois des foyers ils ont tous les ingrédients, mais comme amuñu ndawal, ils n'ont pas de poisson, ils n'ont pas de viande, muñu de togg. Quel est le blocage mental ici? Parce que là, c'est au-delà de manque d'intelligence, en fait. Et le niébé, c'est pas une protéine. Donc, on est devenu tellement inculte et ignorant qu'on n'est pas capable de remplacer la protéine animale avec une protéine végétale. Et on a des tonnes de protéines végétales sur notre terre pour se nourrir et nourrir nos familles. Donc, ça veut dire que notre capacité à nous créer, à nous repenser, c'est terrible. Nous ne pouvons même pas repenser notre environnement. Puis vient le côté santé.
Regardez comment les gens sont malades aujourd'hui. C'est affreux. Horrible. Et qu'est-ce que vous proposez chez Ndaosi Traiteur? Nous proposons de un les plats sénégalais revisités. Revisités avec les savoirs, les sciences ancestrales de nos anciens, cuisinés comme ils le faisaient, sans conservateurs, sans magie, les produits là que les gens, les cubes magie, les jumbo et tout ça là, adia, avec des nokos faits maison, naturels, avec le goût, mais le goût de ça. Et les gens nous disent c'est pas possible, c'est pas possible. Comment vous avez fait pour avoir le goût du tchèp? Comment il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça? On dit mais parce que c'est dans le bouillon. Oui. C'est le bouillon, soyons sérieux. On a tellement d'épices et de variétés de produits ici. Ça, c'est un. Deuxièmement, on est dans le consommer local. Parce qu'il faut développer nos économies. Pourquoi est-ce qu'on va continuer à importer des produits alors qu'on a des produits de valeur sur le territoire, sur nos terroirs, qu'on a des gens qui veulent travailler? Et on est là encore à dormir. Par exemple, la pomme de cajou, qui est une alternative extrêmement nourrissante, comme le dumb, qu'on utilise au Saloum. La pomme de cajou. Je parlais avec des transformatrices en Casamance dernièrement. Les commandes qu'elles ont reçues cette année pour aller vers les États-Unis, c'est 20, 40, 50 tonnes. Elles n'arrivent pas à suivre la capacité. Elles essaient de voir comment rattraper cette demande qui est à l'international. Pendant ce temps-là, nos jeunes sont en train de prendre des bateaux. Ont toujours l'illusion du désir d'aller à l'étranger. Il y a une chose qui me marque quand je sors de Dakar et je suis en voiture et je traverse les villes, les villages. Je vois toujours ce phénomène d'hommes et de femmes, mais surtout des jeunes hommes assis à glander devant la porte de leur maison, à glander, alors que la terre est là, alors qu'on a un pays à développer, parce qu'il manque de vision. Ndaxte géntewuñu seen bopp te dañu war a géntewaat seen bopp. Faut qu'on se réveille. Et la nourriture joue un rôle. C'est un acte politique. C'est un acte politique, la nourriture. Parce que le ventre. Beaucoup de gens aujourd'hui, par notre formatage, ignorent le fait que nous avons 3 cerveaux. Ça vous fait bizarre d'entendre ça? D'après vous, quels sont les 3 cerveaux? Le ventre. Très bien. Le deuxième qu'on connaît? Le deuxième qu'on connaît, le cerveau. Parfait. Et le troisième? Voilà. Je dirais le cœur. Oh, vous êtes une des rares personnes qui ont saisi ça depuis le départ. Bravo. Le cœur initie la pensée. Tout vient du cœur. La pensée est nourrie par le ventre. Et le cerveau là amplifie, réalise la pensée. Donc vous savez que ce ventre là qui est au milieu, 1, 2, 3, c'est le terminal là. L'idée, la pensée, l'énergie vient comme ça et remonte. C'est pour ça, lorsque vous êtes en colère, vous la sentez où? Ici, dans vos tripes. Vous avez peur, ça se resserre. Tout est là dans le ventre. Le ventre est une centrale extraordinaire. Tout doit circuler. Ça doit être fluide là-bas. Parce que le message doit passer. Il ne doit pas y avoir de blocage, il ne doit pas y avoir de bouchon comme dans la circulation. Par contre, nous sommes une société bouchonnée. On est des générations de constipés. Tous constipés. Ouais, faites des recherches, vous allez voir que les êtres humains d'aujourd'hui marchent avec près de 5 kilos de CC dans leur corps alors qu'ils sont vivants, qu'ils n'évacuent pas. Par constipation. Combien de gens vous entendez vous dire je vais aux toilettes une fois ou chaque 3 jours ou une fois dans la semaine? Mais ils sont malades. Parce que quelqu'un de sain, après, après avoir mangé, en 15, maximum 30 minutes, ça doit être évacué. Donc, si vous avez 3 repas dans la journée, vous devez aller au sel 3 fois. 3 fois dans la journée. Et les gens vont sauter 2, 3, 4, 5 jours sans aller au sel. Vous êtes malade. Rama, il est important de parler de tous ces points, mais puisqu'on a déjà parlé des valeurs, des valeurs africaines,
de l'importance de savoir d'où l'on vient, l'importance de nos langues. Ensuite, nous avons parlé de nos terres. Qu'est-ce que nous mettons à l'intérieur de nous? Et ça m'amène à faire pas une distinction, mais un parallèle avec ce qu'on dit BCBG, un esprit sain dans un corps sain. La suite logique, c'est naturellement de parler de paix intérieure, de paix, de joie et de bonheur, pour faire référence à votre vidéo qui a été réalisée il y a 8 ans de cela. Quelle est votre définition de la paix? La paix, c'est un état. C'est un état d'être qui est notre état naturel, qu'on a oublié, qui est toujours là. Mais c'est arriver à se rebrancher à cette fréquence. C'est comme une fréquence. Tellement de choses se passent dans nos vies qu'on perd la fréquence et on n'arrive pas à se reconnecter à cette station de radio. Et on fluctue dans tous les sens et on n'a pas la paix. Cet état, cette fréquence est un état où l'on rentre dans une forme de silence intérieur, où l'on ressent à l'intérieur de soi cet amour, ce bien-être, cette union à un tout, à quelque chose d'élevé, de puissant, de magnifique, de transcendantal. Et c'est tellement naître que quand on goûte à cet état-là, vous devenez très égoïste par rapport à votre paix. Ah, ça. Toute personne qui a regoûté à ça a compris. Ah oui, carrément. Voilà. J'ai répondu parce que je reste en surface. Mais justement, j'aimerais bien qu'on creuse davantage. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs définitions. Lors de notre dernier entretien avec Khadijatou Cissé, coach en transformation PNL, elle a donné sa définition. Et je lui ai même recommandé de lire le livre de Prem Rawat, Apprendre à s'écouter, Comment trouver la paix dans le bruit du monde. Il donne plusieurs définitions, mais des définitions en fait qu'on vit à longueur de journée dans notre quotidien. Tout le monde peut se retrouver dans ce livre. Il fait référence, par exemple, à la conscience de soi, à la connaissance de soi. Il donne plusieurs exemples qu'on peut vivre tous les jours, chaque jour que Dieu fait. Et on ne s'en rend pas compte. Raison pour laquelle j'aimerais bien que vous me donniez votre définition de manière vraiment approfondie. De rentrer dans la profondeur de ça. Alors, la paix, je vais présenter ça comme si, parce que c'est du vécu. On parle de péché originel. Et on nous donne beaucoup de définitions par rapport au péché originel. Le péché déjà, qu'est-ce que c'est que le péché? Les gens vont dire si tu voles, tu as fait un péché, si tu mens, tu as fait un péché, etc., etc. Il ne s'agit pas de ça. C'est pas le péché, ça. C'est quoi le péché? Déjà ça, lorsque vous avez fait quelque chose comme ça, vous vous êtes fait du mal. C'est pas un péché. Parce que chez nous, chez nos anciens, il n'y a pas il n'y a pas de paradis et d'enfer. Ou si ça devait exister, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on le vit. C'est maintenant que vous le vivez. Ouais. Oui. Par vos comportements, automatiquement, vous recevez ça. D'accord? Il y a l'idée du redoublement et du passage. Et il y a l'idée de la dette. Vous êtes injuste vis-à-vis de moi parce que tout est justice, tout est ordre. L'univers suit un ordre, tout est ordonné. Donc, en tant que leader, vous devez vous aligner et servir cet ordre. Vous avez le choix de ne pas le faire. Vous décidez de ne pas le faire, vous en faites qu'à votre tête, vous amenez du désordre. Tout ce qui est impliqué au désordre que vous avez créé va vous revenir avec générosité. Karma. Parce que l'univers est généreux, donc ça vient avec taux d'intérêt. Et vous allez payer. J'adore là-bas. Carrément. Ok? Oui. Vous allez payer. Donc il y a la dette. Ce que les Indiens appellent le karma. Dans la langue Kikongo, on dit le fuka, la dette énergétique. Tous le Wolof Ndiaye nee na li waay def
boppam. What goes around comes around. Ah, ah. Pourtant, on dit tous la même chose dans l'univers. On est conscient, donc il y a une dette. Donc, quelqu'un d'intelligent essaie d'éviter ça, à commencer par l'énergie. Mais, comme un de mes mentors dit, nous sommes une société d'arnaqueurs VIP. Nous sommes nous-mêmes des arnaques VIP. Et nous essayons de nous transformer. Nous sommes tous presque noyés. Et certains d'entre nous sont en train de sortir la tête de l'eau, d'autres sont en train de sortir le torseau de l'eau, d'autres sont sortis mais les pieds sont là parce qu'on les tire encore dans l'eau. Très peu sont arrivés à sortir de l'eau. Et même quand tu es sorti de l'eau, tu n'as pas encore échappé. Mais pour vous dire que nous avons tous des dettes. Et dans ce cycle de transformation, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous faisons des bêtises. Donc c'est important de prendre conscience de ces bêtises que nous faisons et de les reconnaître très vite pour minimiser la dette. Et aussi vite que possible de demander pardon. Et ça, pour pouvoir le faire, il faut être vrai avec soi-même, il faut être authentique avec soi-même, il faut accepter lorsqu'on a fait une erreur. Il faut accepter lorsqu'on ne peut pas, lorsqu'on ne sait pas. Et il faut accepter aussi dans le processus, lorsque, dans le processus de faire ce désordre-là, ça amplifie un autre désordre où quelqu'un va venir dire du mal de vous. Beaucoup de gens dans le processus de se transformer ont eu à connaître des trahisons, des abandons, des isolations. Je l'ai connu. Mais attention, ne jugez pas. Jugez pas. Parce que dans le processus, on a créé un désordre. Ce désordre, comme des ondes d'eau, se sont amplifiées. Et même dans ce désordre-là, où maintenant ça se revient vers vous comme dette qui est payée, où on vous fait du mal, que beaucoup de gens vont penser que c'est une forme d'injustice, on est en train de vous libérer. Parce que lorsqu'on vous fait du mal maintenant, on vous prend de la dette. Pour ko tedde, dundal tedde, def ko tedde, nangul tedde, ya def nangul, ya wax nangul. La paix vient de là. C'est-à-dire que cette vérité qu'en toi, quand quelqu'un te dit, tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est vrai, accepte. C'est vrai. C'est vrai. Par contre, est-ce que ça donne le droit à cette personne de te minimiser? Non. Est-ce que ça donne le droit à cette personne de t'humilier? Non. Est-ce que ça donne le droit à cette personne d'aller dire des saletés sur toi? Non. D'aller détruire des choses pour toi? Non. En le faisant, dis def, merci. Et vous avez remarqué que c'est quand vous êtes le plus combattu que les portes s'ouvrent curieusement pour vous. C'est comme s'ils travaillent pour vous, ils font du marketing pour vous et vous ouvrent des portes. La vie est étrange, mais c'est le mysticisme de la vie. La paix vient de là. De faire confiance à la vie. Un de mes mentors m'a dit 3 principes. Il m'a dit, ce sont des principes que tu devras apprendre et ça va te prendre toute une vie. Et ça ramène à la paix. Il m'a dit, principe numéro 1, Rama. Quel est le cadeau le plus précieux que ce que l'on appelle Dieu, la source divine unique, donne à l'homme, avec un capital H? Je donne toutes sortes de solutions ce jour-là, et il me dit, finalement, j'arrive à la vie, il me fait, donc tu commences à toucher du doigt. La vie est un cadeau. Tu dois creuser. Tu dois comprendre pourquoi la vie est un cadeau. Deuxième principe. Est-ce que ce que l'on appelle Dieu, Allah, la source divine unique, est-ce qu'elle est mauvaise? Là, automatiquement, c'est bien sûr que non. C'était très naturel chez moi ce jour-là. Je fais, non, elle n'est pas mauvaise, elle peut pas être mauvaise. Il me regarde, il sourit. Il me dit, ah ouais, elle n'est pas mauvaise, hein? Je fais, bien sûr que non, elle n'est pas mauvaise. Il fait, ah, intéressant. Principe numéro 3. Est-ce que cette source t'envoie ou envoie à qui que ce soit des mauvaises choses? Là, je balbutie. Ce jour-là. Longtemps de cela. Je lui dis oui, mais il me fait, il n'y a pas de mais. Est-ce qu'elle envoie quelque chose de mauvais à qui que ce soit? Je balbutie, je lui fais oui, mais les problèmes me fait, réponds à ma question. C'est très simple. Je me tais. Longtemps. Il me fait, parce que toi, tu penses qu'elle est mauvaise. Je lui fais, non, elle n'est pas mauvaise.
Il me fait, si elle est pas mauvaise, est-ce qu'elle peut t'envoyer quelque chose de mauvais? Et là, je me tais et je le regarde. Il me dit, il faut savoir assumer. Togg sa ñànkatang lekk ko ba mu jeex tàkk te ñu bàyyi di sosol suñu borom. Si cette source est bonne comme tu le dis, elle n'envoie que des bonnes choses. Voici les 3 principes de ta vie si tu veux réussir. Parce que de là, tu vas développer et comprendre que tout est un cadeau. Que ce que tu appelles problème, c'est la clé pour sortir des problèmes dans lesquels tu t'es toi-même mise. Et je vais partager cette histoire vécue d'un vrai personnage, un éminent coach dans le monde occidental anglophone. À 11 mois, il est né de confession d'une famille juive durant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a que 11 mois. Son père, avec la guerre, sa mère n'avait pas de nouvelles de lui. Elle ne savait même pas si le père était encore vivant. Et la mère, à 11 mois, n'avait plus rien. Le bébé mourait de faim. Elle n'avait même pas de lait. Et ils étaient arrivés à un espace où les choses devenaient dangereuses. Ils allaient tous peut-être mourir là où ils étaient. Et en sortant, elle confie l'enfant à un étranger dans la rue. Dire que digal denk ko, tegtal ko un endroit en disant il y a une famille à nous qui est là-bas, amenez l'enfant là-bas. L'étranger prend l'enfant, une chrétienne, vous imaginez ça? Prend l'enfant et effectivement arrive à trouver cette famille et remettre l'enfant. L'enfant grandit dans ce cadre avec naturellement un sentiment d'abandon et de trahison. Pourquoi sa mère l'a abandonné? Et qui le suit toute sa vie. Qui plus tard, 50 ans plus tard, il réalise l'amour de sa mère. L'amour tellement infini de sa mère. Non, pas d'abandon. Un acte d'amour, de vouloir qu'il vive. Et qu'elle était prête à le laisser partir pour qu'il vive. Elle était prête à le donner à un étranger parce qu'elle a fait confiance à la source. Parce qu'il fallait faire confiance. Il faut que cet enfant vive. Cet étranger était un instrument du divin et qui a réussi sa mission à amener cet enfant à destination. C'est l'amour divin là. Et cet enfant qui est accueilli et qu'on s'occupe de lui jusqu'à qu'il devienne grand. Et il a compris que le divin l'a toujours aimé, a créé les circonstances pour le faire sortir d'une situation et le pousser vers là-bas. Il a terminé aux États-Unis. Et aujourd'hui, il est un éminent penseur. Si sa mère n'avait pas fait cet acte d'abnégation et d'amour infini que seule une mère est capable de donner son fruit à quelqu'un dans la rue, un étranger, on peut pas imaginer comment elle devait être. À 11 mois, tu laisses ton enfant? On peut pas imaginer comment elle devait être meurtrie ce jour-là. Parce que tu ne sais pas si ton enfant va arriver. Et elle a fait confiance à la source. Elle a fait confiance à la source. Et lui, 50 ans plus tard, avec plus de maturité, a changé de lunettes. A finalement vu l'amour à travers son chemin de vie. Alors que pendant longtemps, il n'y voyait pas d'amour. Il se sentait seul, abandonné, trahi. Et c'est normal, non? Qu'est-ce que la paix? C'est faire confiance à la vie. Faire confiance à la source. Que tout se passe comme prévu. Que tout est OK. Rafet Ndiot. Savoir que si c'est comme ça que ça se présente, c'est qu'il y a un trésor pour moi dans cette situation. Et il y a une beauté cachée dans cette situation. Je dois travailler mon esprit. Je dois travailler mon cœur. Je dois travailler mes émotions pour voir la beauté cachée de cette situation. Parce que la source même. Et justement, à travers cette histoire, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur l'éducation, l'éducation des enfants. Je parle bien entendu de l'accompagnement des parents, mais également du système éducatif. Parce que on va bientôt terminer, malheureusement, cet entretien. Donc, j'aimerais avoir votre point de vue par rapport à
éducation, de manière ramassée? L'éducation, nous l'avons ratée. Mhm. Nous l'avons ratée parce que qui dit éducation dit nit. Lan mooy nit. Suñu maam yi nee na nit bu nite mooy garabu nit. Nit nite mooy garab nit. C'est un jeu de mots de. Wax nañ garab te xam nañ garab li mu nirool. Wax nañ nit nite. Donc ça veut dire que vous êtes né nit ne fait pas de vous quelqu'un de nite. Il faut nga nite. Le gouvernement actuel parle de jubanti. Jubanti boobu nan lay demee parce qu'il n'y a pas d'éducation. Lorsque l'éducation de base est ratée par rapport aux valeurs. L'éducation, c'est l'ancrage, ce sont les racines. Un arbre ne peut pas donner de fruits sans être enraciné. Parce qu'il puise depuis le sol toute la force vitale qu'il faut pour nourrir quelque chose de complexe en lui et expulser cela, donner cela en offrande à l'univers entier. Mais c'est seulement parce qu'il est bien profondément enraciné. Comment éduquez-vous quelqu'un ou quelqu'une ou quelque chose hors de son contexte? Est-ce que vous pouvez faire d'un poisson un poisson en le mettant sur terre? Pas possible, non? Non. Pour que pour former un poisson, il faut qu'il soit dans l'eau, dans son environnement. Est-ce que vous pouvez prendre un groupe d'animaux? Dans le groupe d'animaux, vous mettez un chimpanzé, vous mettez un tigre, vous mettez un poisson, vous mettez un chien, vous mettez un éléphant, et vous leur dites tous, vous allez être examinés, et celui qui va réussir, c'est celui qui va arriver à grimper au-dessus de l'arbre et cueillir le fruit. C'est quoi l'éducation là? Est-ce que le poisson va réussir? Est-ce que le chien va réussir? Est-ce que l'éléphant va réussir? C'est déjà mort pour eux. Donc c'est quoi l'éducation? C'est quoi l'éducation lorsque nous n'apprenons pas de la même manière? Nous ne synthétisons pas l'information de la même manière. Certaines personnes, pour apprendre, ont besoin de mouvement, ont besoin d'expérimentation, ont besoin de toucher, ont besoin de voir, ont besoin du concret. Et c'est comme ça qu'ils apprennent. Et vous les mettez devant de la théorie. Comment ils vont apprendre? Comment vous les éduquez? Quelle est cette éducation lorsque la personne n'a pas le droit de poser des questions? On te dit fais tout court et arrête de poser des questions. Quelle est cette éducation? Où il n'y a pas d'esprit critique. Une éducation qui limite. Où la personne ne peut pas aller creuser, être un chercheur, se former sa propre base empirique. De quoi parlons-nous? Et tous ces paliers-là, et bien d'autres que je n'ai pas cités ici aujourd'hui, on les a ratés. Donc aujourd'hui, quand on pense à des pays comme les nôtres, où le programme éducatif que nous avons dans nos écoles a été façonné depuis les années 60, fondamentalement inchangé jusqu'à aujourd'hui, fondamentalement, on va où? Lorsque ça a été formé par le colon lui-même, il l'a fait pour une raison, hein? Il est temps pour nous de repenser notre programme éducatif. Et c'est là qu'on va parler de Ubuntu, de Bumuntu. Parce que tout le monde entend aujourd'hui le terme Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Je suis parce que nous sommes. Ça détermine l'Africain. Ça dit tout. Mais nous ne savons pas comment pratiquer ça. Qu'est-ce que vous proposez? Le Bumuntu, qui est le programme de développement de l'humain par excellence, de manière globale, holistique, que nos anciens nous ont légué. C'est la science mère du Ubuntu. Bumuntu, Ubuntu. C'est la science même derrière le Ubuntu. C'est comment faire le Ubuntu, comment faire je suis parce que nous sommes. Ça se pratique. C'est la connexion horizontale de l'être humain avec la réalité. Parce qu'il y a la connexion verticale de l'humain avec la réalité. Et là, on parle du Kimuntu. Toutes ces sciences-là, on les a perdues de vue. Et pourtant, elles sont là. Apprendre à être. Être avec soi, être avec les autres. Assumer cette complexité qui est en nous. Il n'y a rien que l'humain crée sans copier la nature.
Nous avons des téléphones aujourd'hui qui nous permettent de communiquer avec des gens qui sont à des milliers de kilomètres de nous, qui nous permettent d'envoyer des messages en un clic. C'est de l'autre côté. Qui nous permettent de voir des images de choses qu'on ne pourra jamais voir avec nos yeux réels. Peut-être, parce qu'on n'a pas les moyens de se déplacer ou autre, mais aujourd'hui, nous avons accès à des informations. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible de créer des technologies comme ça sans copier quelque chose de base? Impossible. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'on a copié? Toutes ces technologies-là que nous créons, même la caméra. Quand on crée une caméra, qu'est-ce qu'on copie? Dans la nature? L'œil. Oui. Lorsqu'on vous parle de chambre noire avec le photographe, mais la chambre noire est là, c'est noir à l'intérieur. La lumière est là, elle rentre, l'iris absorbe la lumière, ça rentre dans une chambre noire et depuis la chambre noire de votre cerveau, tout est interprété. Vous interprétez le monde autour de vous, continuellement. C'est pour ça que votre perception du monde n'engage que vous. Et ce que vous dites n'engage que vous, parce que vous avez des filtres. Tout ce que l'on voit du monde, c'est notre capacité à interpréter le monde. À interpréter ces faisceaux de lumière que nous absorbons par notre peau. À partir de notre propre œil. Et notre propre œil. Donc, nous avons des filtres. Donc, lorsque quelqu'un dit c'est un menteur, il a tout dit de lui-même. Vous comprenez? Oui, absolument. Parce que tout ce que vous sortez, c'est vous qui le dites. Ça vous appartient. Ça vous incombe. Oui. Cette dame est ceci. En fait, toute personne intelligente, il faut savoir développer l'écoute. Parce que les gens disent beaucoup d'eux-mêmes en parlant. Regardez les interviews, regardez les débats, regardez le comportement des gens. Ils se révèlent. Parce qu'on ne peut dire, on ne peut percevoir qu'à travers notre propre prisme. Et le plus vous élevez votre niveau, le plus vous pouvez voir mieux. Et le plus vous voyez mieux, le plus vous allez vous taire. Exactement. Mais on va continuer de râler quand même. Oui, il faut parler. Ah oui, carrément, c'est important. Rama, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous et que vous êtes, sur lesquelles vous êtes intransigeante dans l'éducation de votre progéniture, mais que vous souhaitez propager ou simplement partager avec les jeunes générations ou les générations futures? Je regarde mon enfant parce que c'est ma priorité. Numéro 1, c'est l'humanité. L'humain doit être humain. Si un humain n'est pas humain, on a raté quelque chose. Et on doit profondément nourrir cela en l'humain, l'humanité. Deuxième, dans cette humanité, l'authenticité, la vérité, l'intégrité. C'est tous dans la même famille. Ça, c'est quelque chose, je ne badine pas avec elle. Troisième, la communication. Dans communication, vous avez communié. C'est un échange. C'est une relation. Donc, il faut savoir faire, mais il faut savoir être d'abord. Et dans ce savoir-être, il faut savoir communiquer. Il faut savoir dire sa vérité. Il faut savoir être vrai. Important. Quatrièmement, les valeurs d'ordre. Voilà. Refuser à tout prix d'être un agent du désordre. Dans la voie ancestrale, il n'y a pas, je le répète, de paradis ni d'enfer. Il y a l'ordre et le désordre. Et au milieu, la source divine ne prend pas parti. C'est puissant, c'est magnifique. Voilà, elle ne prend pas parti. Tout dépend de la capacité, de l'intensité de l'énergie que un des camps décide de déployer. Et c'est elle qui va dominer. Et lorsque l'autre camp décide de déployer encore plus d'énergie, et puis un autre équilibre vient. C'est la force de la nature, en fait. Et encourager l'humain à faire partie des agents de l'ordre. Là où elle voit du désordre, elle amène de l'ordre. Elle voit de la saleté, elle aide à ranger, à nettoyer. Elle voit de l'injustice, elle fait quelque chose. Même si c'est appeler le maître, dénoncer, protéger, mais être un agent de l'ordre. Refuser le désordre dans la vie. Magnifique. Voilà les 4 piliers autour desquels j'encadre ma fille. Nous avons dit les mots MOTS. Nous avons également dit les mots MAUX. Maintenant, on va
tout simplement découvrir le mot qui a été écrit sur le post-it. Je le prends? Oui, allez-y. C'est la première fois que je découvre. Souvenir avec le sourire. Ok. Et pourquoi souvenir? Le rappel. Vous savez, il n'y a rien de ce que j'ai partagé aujourd'hui que vous ne saviez pas déjà. Peut-être. Oui. C'est enfoui quelque part, dormant. Et des fois, c'est comme ça que quelqu'un vous dit quelque chose, vous êtes dans une situation, vous avez cette sensation de déjà vu. Ou que ça résonne. Je dis des choses et ça résonne en vous. Oui. Ça résonne pas par hasard, c'est parce que vous le savez. C'est enfoui profondément quelque part. Et ça résonne. Le mot résonner, écho. De souvenir. C'est pour ça que vous avez dans les textes, entre guillemets sacrés, que ce soit dans la Bible, notamment dans le Coran, on va dire rappelle-leur. Rappelez-vous. C'est un rappel. Et pour notre voie de guérison, pour notre voie d'éveil de conscience, pour notre souveraineté retrouvée, il n'y a pas d'autre mot que le souvenir. Parce que c'est déjà en nous. C'est dans notre ADN. Il s'agit de le réactiver. Magnifique. Est-ce que vous avez un dernier mot ou un message que vous souhaiteriez véhiculer à l'endroit des jeunes générations? Quel serait ce message? Attention aux nouvelles technologies. Attention, attention, attention à toutes ces opportunités qui vous tirent vers le virtuel. Attention. Parce que comme je l'ai dit il y a quelques instants, il n'y a rien que l'humain crée et n'est pas en train d'imiter la nature. Dans cette imitation de la nature, il y a une forme de poison. Parce que, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi aller dans le virtuel alors que vous avez accès au naturel et au vrai? Pourquoi aller dans le virtuel? Nous avons des téléphones aujourd'hui pour communiquer. Pourtant, nous savons que des mots comme télépathie existent. Si ça existe, c'est que il y a une raison. Nous avons des véhicules pour nous déplacer, que ce soit des voitures, des avions ou autres, des hélicoptères ou autres, des vélos. Pourtant, nous avons le mot téléportation qui existe. Pourquoi? Nous savons qu'il est impossible à l'humain d'inventer quelque chose qui n'existe pas déjà dans la nature. Et pourtant, cette nature, on l'a traitée de sorcière et on dit toute personne qui est capable de ça est un sorcier. Mais c'est naturel. Pourquoi couper des potentialités naturelles en l'humain et essayer de l'amener dans un virtuel? Attention, parce qu'aujourd'hui, nous voyons déjà les dégâts de cela, parce que les pays qui ont su saisir cette chance-là, cette opportunité, très tôt, comme au Japon, aujourd'hui, on voit le taux de suicide de la jeunesse. On voit les dégâts non intentionnels de ces technologies qui font qu'on a des jeunes qui tombent amoureux d'intelligence virtuelle, de personnages virtuels. Aux États-Unis, dernièrement, un jeune de 15 ans s'est suicidé parce qu'il était tombé amoureux d'un personnage virtuel à travers l'intelligence artificielle. Donc, je dis attention. Attention parce que ce n'est pas quelque chose de petit à minimiser. Et dans vos manipulations avec ce monde virtuel, ça dit tout, moi j'en ai le froid dans le dos, assurez-vous de rester connecté à la réalité. C'est ce que je dirais. Assurez-vous de marcher pieds nus. Assurez-vous d'aller en nature, de faire des randonnées en nature. Assurez-vous de repartir dans les choses simples de votre vie, de vivre la vie, de ressentir la vie, parce que vous avez des émotions. Cette vie n'est pas venue pour être pensée, elle est venue pour être vécue. Et les émotions sont importantes parce que ce sont des signaux, ce sont des messages qui vous permettent, dans cette chambre noire, parce que nous sommes tous dans une chambre noire virtuelle, en train de rêver cette vie, de permettre de savoir je vais à gauche ou droite ou en haut ou en bas. C'est ça les émotions. Vivez vos émotions pleinement et évitez de les fuir et de rentrer dans un monde virtuel qui va vous tenir en otage. C'est ça que je dirais à la jeunesse. Par contre, alliez les deux. Développez l'intelligence d'allier les deux pour pouvoir avancer avec puissance.
Mais aucun arbre ne s'élève sans des racines bien plantées. Et vous allez pouvoir réussir cette transition avec l'intelligence artificielle et en faire autre chose que nous souhaitons. En ce moment, elle n'est pas entre les mains qu'il faut. Vous allez y arriver seulement lorsque vous allez savoir qui vous êtes, être ancré dans vos réalités, vos valeurs et pouvoir de là élever le niveau du jeu. Magnifique. Et dans cette jeunesse, le message aux femmes. Nos petites sœurs, arrêtez vos greffages là, arrêtez les éclaircissements de peau, arrêtez de vous détruire le corps avec des produits toxiques. Aucune nation ne peut se lever sans la femme. La femme est porteuse de vie. La femme fait avancer la vie. C'est la femme qui fait un humain, qui forme l'humain, qui fait un leader. Pensez à des générations, à vos enfants. Quel est l'héritage que vous pensez léguer? Quelles sont les sociétés que vous voulez former? Comment allez-vous reprendre votre place digne pour pousser nos sociétés en avant? Réveillez-vous. Vous avez un rôle à jouer et nous avons besoin, nous comptons sur vous. Vous êtes la relève. Aucun arbre ne s'élève sans des racines bien plantées. Yes. Merci beaucoup, Ramasanya. C'était très enrichissant, très instructif. Merci pour ces mots MOTS. Merci d'avoir élucidé, mis en lumière également les mots MAUX. Merci d'avoir accepté cette invitation. li ci baay bi di doom na ko jëli kàddu mag ñi nii na ko sëti firi nañu gën a disoo ndax ñu mën a déggoo xanaa gisoo jikko yi ni ñu gën a yàqoo xale poto poto la na ko raaxee rek lay wëyee